Allez, let's go, on y va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du Comex de la saison. Bon, on est mi-février, on approche tout doucement de la meilleure période footballistique de l'année, celle des grands rendez-vous et des sprints finaux. L'occasion pour le Comex donc de parler un peu de football, de rentrer un peu dans le détail de ces compétitions qu'on aime tant regarder et qui nous tiennent en haleine toute l'année pour ces moments-là. Eh bien non, parce que le football français ne peut s'empêcher de creuser sa tombe encore plus profondément. Le record de Mediapro n'a finalement pas été égalé puisqu'il aura fallu 6 mois à la Ligue pour poursuivre en justice son principal diffuseur, en la personne de DAZN cette fois-ci, pour un non-paiement des droits TV, comme ce fut le cas en 2020. Mais quelle raison à cela ? Alors d'après DAZN, la Ligue ne répondrait pas à ses attentes en termes de lutte contre le piratage, une excuse en forme de camouflet qui s'apparente plus à un ras-le-bol de la gestion de la Ligue, voire un regret même d'avoir acheté les droits TV d'un championnat en décrépitude totale. Certes, DAZN n'est pas exempt de tout reproche dans cette histoire, mais le Comex souhaitait se pencher ce soir sur les véritables responsables de ce marasme, les dirigeants. Que ce soit les personnes à la tête du football français, évidemment Vincent Labrune en tête, mais aussi Philippe Diallo, particulièrement muet depuis plusieurs semaines, et sans oublier ceux qui ont élu le président de la Ligue, à savoir les présidents de club. Sans concession, donc, le Comex s'attaque ce soir à un gros morceau dans le but de prendre conscience de tout ce que ces enjeux représentent, et d'espérer, si c'est encore possible, un futur plus radieux pour notre championnat. Pour les néophytes du sujet, j'accueille avec moi quand même le tonton Alex qui va recontextualiser dans un second temps toute cette histoire. Mais avant ça, Alex, question existentielle, les auditeurs veulent savoir comment va ton chat ? Oh, c'est adorable. Écoute, après 1200 € de frais vétérinaires, elle va beaucoup mieux, mais on ne sait toujours pas ce qu'elle a. Donc, écoute, c'est très gentil d'avoir demandé. Ça va beaucoup mieux, mais je sais pas ce qu'elle a eu. Voilà. Très bien. Bon, les dirait ton chat est donc une chatte. Exactement. Il l'aurait dit comme ça, oui, tout à fait. Les auditeurs sont en tout cas rassurés. Alex, un petit peu de contexte peut-être sur notre sujet du soir ? Ouais, alors ça va être difficile d'introduire autant d'amateurisme en seulement 4 minutes. Je tiens quand même à vous rappeler qu'il aura fallu attendre seulement 6 mois entre la sortie de l'épisode du Comex nommé LFP, le crash du siècle, et le refus de paiement de DAZN. Et pour ça, on peut quand même féliciter la Ligue. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vous encourage d'ailleurs à retourner écouter cet épisode enregistré au lendemain de la victoire de Vincent Labrune face à Cyril Linette. Tout est là et vous risquez de trouver ça assez comique tellement le Comex a été visionnaire sur l'affaire. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire qui nous amenait à la catastrophe actuelle. Florian l'a déjà fait à l'époque à ma place en intro, mais j'aimerais pointer du doigt quand même les éléments que vous avez soulevés à l'époque. On avait mis en avant une élection despotique. Thibaut avait introduit son fameux concept de labrunisme qu'il a largement repris sur les réseaux sociaux. Alors pour les néophytes, le labrunisme, c'est une sorte de société de cours dirigée par son enfumeur en chef, le bien nommé Vincent Labrune. JB pointait du doigt les conflits d'intérêts présents massivement dans le foot français, avec comme seul et vrai dirigeant Nasser El Khelaifi. Et François, tu nous décrivais toute une structure défaillante à la Ligue, absolument pas apte à faire évoluer le championnat. Alors, loin de moi l'envie de minimiser l'impact du Comex sur le monde du foot, mais il faut reconnaître que l'ensemble des suiveurs à l'époque, que ce soit les supporters, les journalistes ou les consultants, étaient plutôt d'accord avec nous. Cette réélection de Vincent Labrune allait envoyer le football français dans le mur. Pourtant, un groupe d'irréductibles naïfs ou valets, comme préfère les appeler Thibaut, nous a expliqué pendant des semaines et des semaines que la meilleure décision avait été prise, que baisser le train de vie de la LFP ainsi que le salaire de son président suffirait à maintenir le bateau à flot, qu'un nouveau cap serait décidé et que les résolutions seraient dorénavant prises de façon collégiale. Ouais, sous-entendu, Vincent Labrune ne serait plus le seul maître à bord et les informations allaient maintenant circuler librement. Oui, bon, pour ceux qui vivent dans une grotte et qui aiment simplement nous écouter sans jamais regarder un match de foot, sachez déjà qu'on vous apprécie autant que les autres, mais surtout que c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Dans les 6 mois qui viennent de s'écouler, on a touché au sublime et j'ai très envie de vous raconter tout ça. À la suite de cette élection, Jean-Pierre Caillot, président du collège des clubs de Ligue 1 et accessoirement d'un club au bord de la faillite à cause de sa vision lumineuse, nous a expliqué qu'enfin les présidents allaient pouvoir travailler sereinement. Plus grossièrement, qu'on arrête de l'emmerder, le Jean-Pierre. Plus au sud, son copain Nicolin refusait des selfies au restaurant Les Flâneurs, 16 rue Séguret, au Puy-en-Velay. Plus tard, pendant le match, on le surprit perdu dans ses pensées, se demandant où était passé l'argent de ses WC avant d'être réveillé par un corner de Savanier. D'autres présidents plus discrets, comme le président de Lens, Joseph Gourléan, ou Pablo Longoria, se refusaient de critiquer le président de la Ligue, tout en pointant du doigt de multiples dysfonctionnements.
À Lens, on comprit quand même que le temps était à l'orage, avec près de 80 millions d'euros de ventes sur le mercato hivernal, peut-être le seul éclair de lucidité dans la tempête, pardon. Du côté de l'Amérique, après nous avoir fait voyager sur son jet ski, John Textor, président de l'OL, se lâchait sur RMC pour dézinguer un système dictatorial dirigé en sous-main par Nasser El-Khelaifi. Et pour la première fois, Damien Comolli, président de Toulouse, et Jean-Pierre Caillot, notre ami Jean-Pierre, devenaient meilleurs amis pour déposer main dans la main une réserve à l'encontre de Lyon et Thiago Almada, arrivé en prêt gratuit depuis Botafogo. Et pendant que tout ce petit monde s'agitait face à des considérations qui vont très certainement changer à tout jamais la face du foot français, le principal financier a envoyé une petite question à la Ligue. Ouais, t'en parlais une intro, une question qui certes n'est pas aussi problématique que le prêt d'Almada à l'OL, mais je te la donne quand même. Qu'est-ce que vous faites sur le piratage ? Et attends, écoute le culot du diffuseur Val. Ils sont allés jusqu'à proposer de mettre en place un comité pour parler de l'avenir du championnat, courrier auquel la Ligue n'a évidemment jamais répondu. DAZN, tu l'as dit, a donc refusé de payer pour leur mettre la pression, à croire que tout est permis. On est aujourd'hui le 17 février, à l'heure où je vous parle. DAZN déclare à l'heure actuelle ne pas vouloir quitter le football français, mais refuse de payer en attendant une réaction de la Ligue. L'incertitude est aujourd'hui totale. Et enfin, la Fédération de foot s'est exprimée. Alors non, Val, c'est toujours pas Philippe Diallo qui a parlé. Je sais pas pourquoi tu t'acharnes à vouloir l'entendre. C'est Jean-Michel Aulas qui a annoncé s'être rapproché de Canal+. On revient donc au point de départ, à l'échec originel orchestré par Vincent Labrune, toujours président car soutenu par Nasser qui se fiche complètement du niveau de compétitivité du football français tant qu'on lui obéit. Comble de l'ironie, le président de la Ligue qui nous avait promis le milliard vient d'activer un fonds de réserve pour que les clubs puissent payer leurs salariés. Vous avez dit incompétent, moi je dirais plutôt tous coupables. Très bonne introduction Alex, et je pense que nos invités du soir iront dans ton sens en termes d'avis. Et justement, je vais vous les présenter puisqu'on a avec nous ce soir 3 adeptes de l'incompétence. Le premier a puisé son inspiration de ce soir dans le match de son équipe du week-end, puisque Saint-Etienne s'est incliné 5-1. Je suppose donc, Timothée, que tu vas avoir pas mal de choses à nous raconter ce soir. Oui, ce ne sera pas le seul ressort d'incompétence que j'ai autour de moi depuis le début de ma carrière. Avec nous aussi celui qui va probablement nous baratiner pendant 50 minutes avec des exemples en lien avec l'Athletic Bilbao en disant que là-bas, il y a de la compétence. Et oui, c'est pas vrai, François Bessène? Écoute, je pense que si Thibaut a émigré en Espagne, c'est parce qu'il y a peut-être un peu plus de compétences de l'autre côté des Pyrénées. C'est vrai. Et enfin, tu l'as mentionné, il est là pour nous accompagner comme toutes les semaines, le président du SIL, le syndicat contre la compétence labrunique. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de monde dans ta petite association, Thibaut. Écoute, le labrunisme est un concept qui fait florès. Je rappelle que le labrunisme est un concept qui existe même en dehors de son principal symbole, qui est la brume lui-même. On est tous parfois labrunistes quand on décide de privilégier les apparences, de privilégier la flemme sur la rigueur, de privilégier la communication sur le travail véritable. Donc attention, le labrunisme nous guette toujours. Ouais. Eh bien, c'est bien. Je suis ravi de savoir que tu es un millénial labruniste, donc c'est comme ça qu'on peut te décrire. Je suis parfois labruniste moi-même, moi. Dirigeant tous incompétents, c'est la question que nous allons nous poser ce soir pour le 10e épisode du Comex, et ça commence maintenant. Et pour commencer, je vais donner la parole à notre ami stéphanois en la personne de Timothée Mémon. Et Tim, tu voulais justement pointer pour commencer le manque de professionnalisme de certains clubs. Oui, c'est le manque de professionnalisme du football français en fait que je veux pointer. Ça fait 20 ans que je traîne mes guêtres dans le football français, que j'ai été à la communication d'un club, que j'ai beaucoup discuté communication avec un autre grand club français, que je suis journaliste. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que on est censé avoir une quarantaine, un petit peu moins maintenant, de clubs professionnels entre la Ligue 1 et la Ligue 2, et que je n'en ressors que 4 ou 5 qui, à mon avis, sont de véritables clubs professionnels au sens de ce que l'on peut retrouver en première division anglaise et en deuxième division anglaise, en première division allemande par exemple. Je ne ferai pas de comparatif avec l'Italie et l'Espagne parce que je ne connais pas suffisamment ce qu'est le degré de professionnalisme de clubs comme Levante ou Retafe ou Comme par exemple du côté de l'Italie. Donc je m'en tiendrai à ça en partant du principe que
au regard du football proposé, peut-être que l'Angleterre est le modèle à suivre. Moi, j'ai été frappé tout au long de ma carrière par l'incompétence et par le manque de professionnalisme à beaucoup d'échelles. Paradoxalement, c'est pas à l'échelle la plus sportive, c'est pas au niveau des entraîneurs que j'ai trouvé un manque de professionnalisme, ni même au niveau des joueurs. En fait, on réalise avec Thibaut une conversation pour les dossiers de l'after, et il se trouve que j'ai discuté récemment avec des joueurs qui étaient joueurs en 95 avant l'arrêt Bosman et qui depuis observent le football attentivement, joueurs, entraîneurs et autres. Et il y a une réflexion que j'ai trouvée très intéressante, c'est que quand tout cet argent est rentré, venant principalement de l'Angleterre d'ailleurs, la France l'a immédiatement réinvesti dans quoi? Dans des salaires, dans des joueurs, mais très rares sont les clubs qui ont investi dans l'infrastructure et dans le structurel, dans la structuration de leur club. C'est pour ça que j'ai envie d'enlever, quand je parle de manque de professionnalisme, j'ai envie d'enlever le Paris Saint-Germain, qui évidemment depuis l'arrivée de QSI a probablement gagné en professionnalisme. Et puis c'est souvent aussi la Coupe d'Europe qui permet de se professionnaliser parce qu'on se frotte à d'autres modèles. J'enlève Lille, qui travaille bien, j'enlève Strasbourg, j'enlève Marseille, et j'enlève peut-être Lyon, parce que en tout cas Lyon, dans les années Ola, c'était un club éminemment professionnel, mais les micmacs que nous propose Textor ces derniers temps me font penser que peut-être que le club est en train de faire machine arrière. C'est pas le tout de dire simplement que les clubs français manquent de professionnalisme. C'est pas juste pour les pointer du doigt, c'est pas juste facile. C'est que les exemples sont nombreux. L'exemple que tout le monde connaît, c'est Antoine Camboiré à Nantes qui parle du recrutement d'un joueur au mercato hivernal en disant c'est un tel qui nous a soufflé le nom, on le connaissait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de travail à l'AS Saint-Etienne pendant des années. La cellule de recrutement s'est concentrée uniquement autour de David Ventier, qui était le seul recruteur de toute la France à voir tous les matchs de Saint-Etienne. Et à chaque fois que je le croisais, j'avais envie de lui dire, en fait, les joueurs qu'on veut recruter, ils jouent pas chez nous. Donc, ce serait vachement bien que tu ailles voir plutôt des matchs qui ne sont pas des matchs de Saint-Etienne. Ça me semblerait plus intéressant. Et en réalité, les services... Comment il l'a pris, juste pour savoir? Je n'ai jamais osé lui dire, mais j'ai très envie de lui dire. C'est génial. Il a surtout pris la porte à la fin. Ouais, donc voilà. Donc sur le recrutement, c'est deux exemples, mais ils sont nombreux. La France manque un petit peu, je pense, de recul, de structuration au niveau du recrutement. Je vais donner des exemples un peu rapides, mais je veux pas monopoliser la parole. En termes de communication, la France est extrêmement en retard. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le problème et le défaut de paiement de DAZN, il y a plusieurs raisons. Parmi les raisons, il y a le fait que les clubs ne jouent pas le jeu. Et clairement, les clubs ne jouent pas le jeu parce que les joueurs ont pris le pouvoir sur les services de communication et qu'aujourd'hui, quand vous demandez une interview, vous la demandez à un communicant qui va aller tout tremblotant demander à tel ou tel joueur de venir répondre à ton interview. La vérité, c'est que quand tu vois ce qui se passe dans le sport américain, qui est éminemment professionnel, quand tu vois des joueurs qui sont passés par l'Angleterre ou par les États-Unis, mais plutôt par l'Angleterre, ce sont des joueurs qui comprennent que ça fait partie du taf, que répondre aux médias, que jouer le jeu de la communication, c'est peut-être 4% de leur boulot, mais c'est leur boulot. C'est leur boulot. Et ça, il y a un énorme déficit. Je peux vous confirmer aussi qu'auprès des grandes instances, je parlais des équipes qui jouent la Coupe d'Europe, je peux vous assurer que les clubs français, en général, brillent pas toujours par leur connaissance des droits et des devoirs qu'ils ont à respecter pour telle ou telle compétition. Et systématiquement, en plus, on est dans pour le coup, je le vois en tant que journaliste, on est dans un système où quand un bon se fait recruter, débaucher par le Paris Saint-Germain, en France, on va systématiquement recruter français. On n'a pas l'idée de se dire, tiens, on va aller chercher ce qui se fait de mieux, on va aller chercher le top de la compétence de la communication, par exemple, en Angleterre. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'Angleterre, c'est la panacée. Je dis juste que le fait est que c'est le meilleur exemple de football professionnel. Pourquoi tout ça? Ça revient à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt.
au fait que quand il y a eu tout cet argent qui est rentré, on l'a mis sur les joueurs, sur les entraîneurs, sur les staffs, parfois un peu sur les centres de formation, trop peu, je le pense, parfois un peu sur les infrastructures, trop peu, je le pense, mais surtout, on a complètement oublié de se dire que quand on veut structurer un club, il faut prendre les meilleurs à tous les niveaux et qu'il ne suffit pas d'aimer le club, il ne suffit pas d'être le meilleur communicant de la boîte du coin pour faire un bon communicant de football, qu'il ne suffit pas d'être un excellent directeur marketing dans une société de peinture pour devenir un bon directeur marketing dans un club de foot. C'est une économie à part et c'est une économie où il y a d'ailleurs finalement assez peu de formations disponibles en France. Donc, ça nous amène à cette sensation qui est plus qu'une sensation, qui est pour moi une vérité absolue, c'est qu'en France, en réalité, on a 80 à 85% des clubs dits professionnels qui ont en réalité un fonctionnement semi-amateur. Ce qui en a découlé, c'est l'absence totale de réflexion, de travail sur les dossiers qui ont été ceux des droits télé et qui ont donc laissé le plus incompétent de tous mener les autres à l'abattoir. Merci Tim. Et pour aller dans ton sens, je pense qu'on peut aussi par exemple rajouter la question des infrastructures, par exemple les stades. Aujourd'hui, il y a quand même très peu de clubs français qui sont en possession de leur stade et ça fait aussi partie d'un investissement structurel qui est très peu fait par les clubs. Et quand on voit le fléchage de l'argent de CVC, on peut s'interroger aussi sur les volontés de certains dirigeants. Justement, tu as évoqué quand même aussi, Tim, la question de la compétence, par exemple, managériale. François, c'est un sujet sur lequel toi, tu voulais aller sur la compétence des dirigeants en tant que tels. Oui, je vais compléter ce qu'a dit Timothée. Pour moi, les sujets d'incompétence, ils sont de deux niveaux. D'abord sur les individus et après sur les organisations. Je vais commencer par les individus. Par défaut, il faut bien se dire qu'un bon chef d'entreprise ne fait pas forcément un bon président de club de Ligue 1. C'est important d'insister là-dessus. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, quand tu évolues dans ta vie professionnelle, de plus en plus, on te demande, quand tu as 30, 35, 40 ans, de te spécialiser. Et de te spécialiser sur une industrie. Et après, je viendrai sur le sujet des compétences particulières, type le marketing, la communication ou autre. Si on te demande de te spécialiser, c'est parce que chaque univers a un écosystème particulier, un business model particulier. Or, celui du foot, il est merdique. Le business model du foot, c'est perdre de l'argent. Mais ce qui est important, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on met des personnes compétentes dans l'industrie du sport ou dans la compétence donnée ? Tout le monde se rappelle des déclarations de Jacques-Henri Héroux. Ça avait choqué, il avait dit... je ne sais plus comment il dit sa phrase, mais quand j'arrive dans les bureaux, si Marseille a perdu le lendemain, tout le monde tire la gueule, j'ai 90% de Marseille dans le club. On peut être choqué parce qu'on voit tous le foot comme un élément de passion, sauf que Marseille, c'est une entreprise avec un budget ça doit être 250 millions d'euros. C'est une très grosse entreprise. Et en fait, il a raison. Alors, ça paraît lunaire de dire qu'il a raison, parce qu'évidemment qu'on voudrait que la passion gouverne les clubs. Mais aujourd'hui, la passion qui a gouverné les clubs, elle emmène les clubs à la ruine. Donc, aujourd'hui, un club, il a besoin d'avoir un leader du marketing au service marketing. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Les mecs qui sont allés recruter, c'était pas forcément des leaders de communication exclusivement en France. Ils sont allés chercher des mecs aux États-Unis, des mecs de chez Nike, des mecs dans les médias, mais qui connaissaient parfaitement leur métier. C'est pareil à la finance, c'est pareil aux ressources humaines. Chaque compétence est extrêmement importante. Et aujourd'hui, le football manque de ça. Il manque de ces compétences-là. Et il manque de ces compétences pour deux raisons. La première, c'est que le foot, le foot, en fait, enlève toute notion de sérieux. C'est un monde qui brille et qui brûle. Ce qui fait que les gens oublient leurs propres compétences. Et pour moi, la deuxième raison, c'est que c'est un monde qui n'a pas d'argent. Alors évidemment, là, tout le monde se dit, quoi, il n'y a pas d'argent ? Ben non, il n'y a pas d'argent. Et je me rappelle une discussion, d'ailleurs, avec Jacques-Henri Héroux. Et en fait, on discutait des salaires qui étaient donnés, par exemple, sur la direction digitale du club. Et en fait, je lui disais, mais comment ça se fait que sur des compétences qui sont cœur pour développer des revenus, on n'augmente pas les salaires ? Et il me disait, vous avez raison, le problème, c'est qu'un business plan qui est bien respecté
sur, par exemple, le merchandising, ça rapportera moins qu'un coup franc qui rentre ou qui sort. Et ça paraît complètement délirant de se dire ça, mais financièrement, c'est pas si loin de la vérité. Donc aujourd'hui, le nerf de la guerre, il est sur le sportif. Or, le sportif le sportif professionnel n'existe que si l'entreprise en tant que corps administré, financé et autres existe. Et je pense que ça, c'est déjà un des gros problèmes. Le deuxième sujet qui est important, ce sont les organisations. Par défaut, les organisations dans le sport sont trop souvent inefficientes. Alors, inefficientes de deux façons. On va revenir sur le drame de la LFP. Aujourd'hui, on a un président omnipotent. Ce président, il rendait compte à un bureau composé de 6 personnes. Donc en fait, c'est 5 plus lui. Visiblement, sur les droits télé, il n'a pas emmené le bureau. Ce bureau doit rendre des comptes au conseil d'administration, 17 personnes. Donc en fait, c'est les 6 du bureau, plus les 11 autres. Visiblement, il n'était pas au courant de la lettre de CVC qui avait été envoyée. De CVC. Je commence à mélanger tous les drames du foot français. De DAZN. Il n'était pas au courant. Mais le pire, c'est que sur ces 17, il y a quoi? 7 présidents de Ligue 1? Donc il y a... on est combien? On est 18 maintenant. Il y a 11 autres clubs qui n'ont toujours pas été mis au courant. Parce que les autres présidents, ils font partie de l'Assemblée Générale, qui regroupe beaucoup d'acteurs, dont les présidents de Ligue 1 et Ligue 2. Pourquoi c'est inefficient? Par nature, on pourrait penser que c'est plutôt très efficient. Les réunions, on les fait en petits comités, c'est ce qu'on recommande toujours, pas plus de 6, grand max 8. C'est sûr que si on fait tous les jours des référendums à 80 sur toutes les décisions de la LFP, ils s'en sortiraient pas. Cependant, visiblement, la communication, elle passe pas. Mais elle passe pas du haut vers le bas, elle passe pas non plus du bas vers le haut. Parce que si vous vous rappelez l'élection du président de la LFP, le collège de Ligue 2 avait voté pour Cyril Linette. Or, qu'est-ce qu'ont fait les 2 représentants du collège lorsqu'ils sont remontés au CA? Eh ben, il y en a un qui a voté la brune et un autre qui soit a voté la brune, soit s'est abstenu. C'est pas très clair. Président Joannin, on sait pas trop ce qu'il a voté. Carlolier, voilà. Mais bref. Ce qui veut dire que la communication passe pas par le haut, passe pas par le bas. Déjà, c'est l'illustration d'une organisation qui est inefficiente. Et pour terminer, l'organisation, moi, mon problème, c'est que lorsque les gens parlent de système, ça vous est arrivé à tous dans votre travail, on dit mais oui, ça marche pas, mais c'est le système. Aujourd'hui, le système dans le foot, et surtout le foot français, il est d'accepter que ça ne marche pas, qu'on va surpayer les joueurs. Parce que surpayer, ça veut dire quoi? Payer plus cher que sa valeur. C'est quoi la valeur d'un joueur? Bah, à un moment, c'est ce que lui est capable de convertir en monétisation. C'est-à-dire combien est-ce qu'il va rapporter financièrement au club en droits télé, en billetterie, en merchandising. Aujourd'hui, le foot français est en train d'aller dans le mur pour des droits télé estimés cette saison à 400 millions d'euros. Je pense que la masse salariale cumulée de la Ligue 1 doit être au-dessus. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose d'urgence, parce que si le système, c'est d'accepter que on va dans le mur, c'est plus une question de compétence, c'est une question d'abandon et de lâcheté. Et enfin, pour terminer cette première partie, je donne la parole à l'homme qui a troqué la bibliothèque en arrière-fond pour le tableau blanc de coach. Et oui, c'est ça la vie d'Instagrammeur. Et justement, et les livres, c'est pas vraiment beaucoup moins bankable que les... c'est un peu moins bankable, je pense, hein, sur Instagram. Oui, c'est vrai que sur Instagram, le livre a une valeur décorative. Ouais. Voilà. Alors, oui. Un peu de philo, c'est ça que tu veux nous faire ce soir. Un peu de philo, oui. Faire de Enfin, l'idée, c'est qu'on fasse de la philo. C'est comme quand on fait du sport, c'est faire des efforts sans s'en rendre compte. La philosophie, on en fait sans s'en rendre compte. C'est là où on est le plus intéressant. Là, sur cette affaire-là, la question de l'incompétence. Donc, je rappelle le titre, dirigeants tous incompétents, pour l'interrogation. Je voudrais partir d'un paradoxe qui a été relevé par Tim notamment, qui est un paradoxe qu'on peut éprouver chaque jour nous-mêmes quand on se met derrière notre micro du Comex, avec notre décorum, avec notre petit générique, avec nos petits montages, avec nos petits tons un peu comme ça, un peu péremptoires sur la réalité du football.
il serait bon jeu de nous demander, mais messieurs, quelle est votre compétence sur la question ? Comment la juger, cette compétence-là ? Vous avez déjà dirigé des clubs, vous avez déjà dirigé des grandes entreprises. Alors on répondrait, pas forcément, mais d'où le tableau blanc. On a un tableau, Ouais. on a une connaissance de l'intérieur grâce à Tim qui nous en parle souvent. On observe depuis longtemps, certains depuis pour plus de 30 ans, le football. On a aussi étudié, j'ai écrit. François, il a travaillé avec des clubs. Et vous, les gars, vous avez approché le milieu du football par le commentaire, par les acteurs qui peuvent le composer. Bref, on pourrait répondre, mais voyons, messieurs, pour se défendre, on n'a pas des compétences, mais on a une expérience. Donc là, première opposition, expérience, compétence. L'expérience, ce serait une sorte d'ensemble de connaissances accumulées de manière empirique, et de l'autre côté, la compétence qui serait une sorte, pour aller faire vite, une sorte de diplôme du foot. Alors, à défaut de diplôme du foot, on aurait une expérience. Bon, problème, et là on touche du doigt, en mon sens, le gros problème du football et de la connaissance dans le football, c'est que personne ne la sanctionne. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il n'y a pas d'université du foot, ça c'est une explication un peu premier niveau, et explication institutionnelle assez basique, mais deuxième niveau, à mon avis, qui est pour le coup une explication plus philosophique, qui est liée à ce qu'est, à l'essence même du football, à savoir que c'est un sport universel compte tenu de la simplicité de ses règles. Chacun se sent donc légitime à avoir une opinion dessus. Et cette universalité, qui est l'universalité du jeu, est aussi une universalité du jugement. Ce qui fait qu'il est absolument impossible, dans le football, d'établir des hiérarchies claires dans la connaissance de ce domaine-là. Tout le problème de la compétence, c'est ça, c'est quel est le critère qui permet de désigner quelqu'un de compétent. Alors, quand on est comme ça, quand on est bloqué dans ce genre d'aporie, généralement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de revenir à l'origine du mot. Compétence, ça veut dire quoi ? Compétence en latin, c'est un competens, qui veut dire ce qui convient. Alors ça, c'est très important, c'est ce qui est à la bonne mesure, ce qui convient. Ce qui veut dire que la compétence n'est pas de nature technique. Il n'est pas savoir si je sais diriger un club, si j'ai déjà dirigé un conseil d'administration, etc. Mais si je suis capable de juger. La compétence, c'est la capacité à juger de quelque chose. Donc ça change un peu la perspective. Ça veut dire que est compétent celui qui est capable de juger, c'est-à-dire donc de distinguer. Juger, c'est distinguer au sens philosophique, distinguer le vrai du faux, distinguer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Et ça, c'est évidemment en football très compliqué parce que le football, compte tenu de sa nature extrêmement imprévisible, tu l'as dit François sur Jacques-Henri Hérault, effectivement, ça semble rationnel, le calcul de dire je préfère un bon buteur qu'un bon directeur de marketing. Effectivement, ça s'entend. Le problème, c'est que cette compétence-là, elle est extrêmement variable, parce qu'on pourrait dire, oui, je préfère un bon directeur de marketing à un mauvais buteur, aussi, on pourrait dire l'inverse. Et donc, c'est l'idée qu'elle est extrêmement relative. Et le football, c'est l'univers du relativisme, par excellence. Ce qui fait que les seules manières de confronter les opinions sont souvent soit des rapports de force, c'est-à-dire combien tu pèses, combien de personnes sont avec toi, soit ou alors sur les réseaux sociaux ceux qui gueulent plus fort, soit aussi ceux qui ont des dispositifs d'intimidation plus forts. Dans le cas de Vincent Labrune, qui était, lui, réputé comme étant quelqu'un qui connaissait bien le foot parce qu'il connaissait bien les joueurs. C'est quelqu'un qui connaissait le mercato. Et connaître le mercato en tout cas, a été considéré comme une manière de bien connaître le football. Mais ça apparemment suffit pour devenir président de l'OM et ensuite président de la Ligue. Donc toute la question de la compétence, c'est donc la question du jugement. Qu'est-ce qui permet de dire que je peux parler de quelque chose ? Alors, ce qui est intéressant, et le deuxième point, c'est que c'est exactement la question que se pose Platon dans La République, au livre 6 de La République, grand philosophe athénien, qui a écrit surtout sur son maître, Socrate, alors qui n'est pas le genre de foot, avant d'être un genre de foot, il était surtout philosophe, Socrate, et il avait quand même une particularité d'être un homme qui ne voulait pas écrire, parce qu'il considérait qu'écrire était quelque chose qui faisait mourir les idées, en quelque sorte, ça les figeait. Donc c'est son disciple qui a écrit, et son disciple a écrit sous forme de dialogue. Et dans La République, quel est le problème qui est posé ? La République, c'est un problème assez simple, c'est quel est le régime le plus juste ? Quel est le critère qui permettrait de distinguer ce qu'est la cité la plus juste ? Alors, je ne vous fais pas toute l'argumentation, mais Platon arrive au livre 6 en se disant, bon, pour que ce soit bien gouverné, il faut qu'on ait de bons gouvernants. Comment on choisit un bon gouvernant ? Platon dit, il faut des philosophes.
Il dit pourquoi les philosophes? Et là, il dit, au lieu de répondre par une démonstration scientifique comme je suis en train d'essayer de vous faire, il raconte une histoire. Et c'est la fameuse allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte exactement les délibérations du conseil d'administration de la LFP, 2500 ans avant, où il dit, c'est l'histoire alors c'est Socrate parle, et il dit, on lui demande à Socrate, raconte-nous pourquoi le philosophe doit gouverner. Qui doit gouverner? Alors il dit, imaginez une caverne dans laquelle des hommes seraient alignés, les uns à côté des autres, enchaînés par le pied et par les mains. Ils auraient le cou fixé aussi, ils ne pourraient regarder que la paroi du fond. Derrière eux, un feu, et quelqu'un qui bouge, des marionnettes derrière un feu, devant un feu. Ce qui fait que sur le mur seraient projetées des ombres. Entre parenthèses, Platon à ce moment-là invente le cinéma. Hein, c'est exactement le dispositif du cinéma. Ils regardent des ombres. Voilà. Et là, ils regardent et ils les prennent pour la réalité parce que comme ils ont la tête fixée, ils sont obligés de regarder devant eux. Et là, un homme se détache et sort de la caverne. Et Socrate décrit la montée, ce qu'il appelle la dialectique ascendante, la difficulté qu'il a à sortir, à grimper en dehors de la caverne. Et en dehors de la caverne, il finit par y arriver. Et là, il sort à l'extérieur et il voit le soleil en plein jour. Alors au début, il est illuminé, il comprend pas trop ce qu'il voit. Et puis petit à petit, il voit un peu plus clair. Et ensuite, il redescend pour annoncer, entre guillemets, ce qu'on dira plus tard, la bonne nouvelle pour raconter ce qu'il a vu et dire la vérité qu'il a pu contempler à l'extérieur aux autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le philosophe redescend. Premièrement, les autres se moquent de lui. Et deuxièmement, ils finissent par le tuer. Ça s'arrête comme ça. Et c'est un des textes les plus célèbres de l'histoire de la philosophie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est important? Alors, effectivement, faut pas se prendre juste pour Jésus-Christ. On s'imagine, on peut dire la vérité, on va se sacrifier en place publique. Mais ça dit une chose très importante, à mon avis, qui est valable pour notre affaire-là. C'est que la connaissance est d'une nature différente. C'est pas la même chose de regarder des ombres que de regarder le soleil en face. Et que ce qu'il appelle les ombres, ce que sont les ombres, c'est ce qu'il avait appelé l'opinion. C'est vraiment des résidus de vérité. Et de l'autre côté, le soleil des idées, ce qu'il appelle lui le soleil des idées, c'est les formes, c'est la vérité pure, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance, c'est la contemplation d'objets d'une autre nature. Et donc, pourquoi je veux dire ça? Parce que dans la question de la compétence, en réalité, si on s'intéresse uniquement à la question de la manière qu'on aura de parler d'un sujet, de commenter un sujet, on ne sera jamais rien de plus que ces hommes en train de regarder des ombres face à des murs. Et que la difficulté, en fait, dans la question de la connaissance, c'est notre capacité à s'arracher, parce que c'est effectivement ce qui se passe, à s'arracher à nos préjugés, à nos préconceptions, pour pouvoir ensuite constater que la connaissance est d'une autre nature. C'est donc bien une affaire de jugement. Et dans notre affaire-là, est-ce que les dirigeants sont tous incompétents? Bien sûr que non, ils ne sont pas tous incompétents. Mais le critère de compétence du bon dirigeant, comme du bon philosophe, c'est sa capacité à se contredire lui-même, à s'arracher au moment où il était dans la caverne, où il regardait des ombres. Et je crois que ce qui est le propre de l'enfumage, c'est bien ça, l'enfumage. C'est la capacité à faire des ombres sur un mur. Hein. La capacité, d'ailleurs, il décrit Platon les hommes qui sont derrière en train de faire les figurines, ils rigolent, quoi. Ils sont là, ils sont très contents. C'est le théâtre des marionnettes, quoi. Il est génial, ce texte. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le football, c'est ce moment où on dit regardez les ombres. Et finalement, tout le monde est content de regarder les ombres. Et quand quelqu'un vient vous dire quelque chose qui se passe qu'en dehors, ça se passe pas comme ça, qu'en Angleterre, c'est pas comme ça, qu'en Allemagne, c'est pas comme ça, quand il revient au conseil d'administration, qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle Cyril Linette. Il dégage. Eh ben, ça a changé Instagram, hein. C'est plus ce que c'était. Ah, mais là, je tiens un peu sur un temps de 2 minutes, là. Bah oui, je sais. 20 minutes, là, ouais. C'est pour ça que je dis ça, moi. J'ai un cours rempli de ça, hein, donc après, là, ça dure trop. Ah, ben voilà, il fait du teasing pour ouais. ses futures activités. C'est parfait, c'est parfait. Ouais. En tout cas, bon courage, Alex, pour résumer tout ça en l'espace de 2 minutes. Vous l'avez dit en terminale, les gars de la caverne. Ouais, je m'en souvenais, mais j'avais pas fait le lien, tu vois. Bon, on va faire une petite pause, d'accord? On va prendre une petite respiration pour pouvoir se détendre et se relancer dans une deuxième partie fraîchement. Messieurs, cette petite pause qui nous permet de faire des petites recommandations. On est déjà à 37 minutes d'émission, donc je vous propose que vous ayez un maximum de 30 secondes par personne pour aller rapidement. Tim, je te laisse commencer. Je vous recommanderais, c'est pas le film du siècle, mais c'est un bon petit film qui s'appelle Mercato, qui est sorti hier, donc le mercredi 18 février. Mercato avec Jamel Debbouze, Hakim Djemili sur le monde des agents.
sur le monde du foot en général, mais pas sur le monde du foot côté strass et paillettes, plutôt le monde du foot côté stress et faillite, si vous voulez. Un peu angoissant, voilà. Encore une fois, franchement, j'ai eu la chance de le voir. C'est pas bouleversant. Je suis pas en train de vous parler de La vie est belle, mais je suis en train de vous parler d'un truc qui est intéressant, qui est à mon avis pas mal documenté sur le monde des agents dans le football. Très bien. François? J'ai longtemps hésité, mais je vais recommander le documentaire de Canal+ sur Laure Manodou, parce que je l'ai trouvé vraiment très bien fait, avec beaucoup d'images. Laure, avec pas mal de témoignages. Et j'ai trouvé ça très inspirant au sens où on se rend compte de ce que c'est que la vie d'un sportif de haut niveau. Trop souvent, les gens ne regardent que le résultat et ils oublient que ce sont souvent des enfants qui, très jeunes, ont été amenés à faire des choix structurants que nous-mêmes, dans nos vies, on fait à l'âge adulte et encore, parfois, on ne les fait pas. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et c'est vrai qu'au-delà d'être une très grande championne, elle a sans doute payé les pots cassés de la modernité et sa courte carrière finalement, parce qu'elle a nagé, en professionnel, disons 5 ans. Mais la natation est une discipline extrêmement difficile, l'entraînement est plus que rébarbatif. Mais je pense que ça a aidé beaucoup d'athlètes par la suite dans tout ce qu'elle a vécu. Donc je le recommande parce que c'est vraiment très bien fait. Parfait. Thibaut, 30 secondes. Ouais, je vais recommander chaudement un documentaire que je n'ai pas vu, une fois n'est pas coutume, documentaire de Zetangana pour les hispanophones. Zetangana est un immense artiste espagnol, qui a entre autres au palmarès, c'est l'ex de Rosalia. Ça peut aider. C'est pas une stat. C'est une stat. Mais bon, qui est un artiste génial que François connaît. Dernier documentaire, qui est un artiste qui fait plein de choses, qui a un touche à tout, et là, qui a fait un documentaire qui s'appelle La guitare de Hernán Cortés, c'est-à-dire la guitare de Hernán Cortés, un documentaire de flamenco. Un jour, on parlera de ma vie précédente dans le flamenco. Mais avant qu'on fasse ça, on va commencer par regarder ce doc qui a l'avantage d'avoir des codes, si je puis dire, pour parler comme Télérama, des codes modernes, contemporains, pour parler d'un art qui est un art extrêmement pur et qui, moi en tout cas, a bouleversé absolument toutes mes conceptions esthétiques. Donc pas ce docu en particulier, mais le flamenco en général. Donc c'est une bonne manière d'y rentrer. Vous ne le verrez pas, enfin essayez de le voir, débrouillez-vous. La guitare de Hernán Cortés, pour le dire à la française. Merci beaucoup, et on ne reviendra pas sur ta coupe de cheveux à l'époque flamenco non plus, qui était tout à fait fascinante. J'ai une énorme anecdote à ce sujet, mais que je peux pas raconter, évidemment, on n'a pas le temps. Plus tard, en off, après. Tu peux pas nous faire ça, Val. Alex, vas-y. Moi, je voulais. Tu me raconteras après. Je voulais vous parler d'un film de 1957, 12 hommes en colère, qui est en rediffusion sur Arte à partir d'aujourd'hui et qui est l'un de mes films préférés avec Henry Fonda. C'est un huis clos dans une salle de procès avec un jeune homme d'origine modeste qui est accusé du meurtre de son père et qui risque la peine de mort. Évidemment, il y a 12 jurés à ce procès et 11 sont d'accord pour le condamner à mort. Et il n'y en a qu'un seul qui va prendre la parole et s'opposer à eux et utiliser de toute sa réflexion et tout le questionnement dont il peut faire preuve. C'est un film exceptionnel que j'encourage tout le monde à regarder, vraiment. Parfait, et je clôturerai avec une autre série, une autre recommandation télévisuelle avec la série Severance qui est disponible sur Apple TV, qui est une excellente série réalisée par Ben Stiller dans lequel les personnages ont leur mémoire professionnelle et leur mémoire personnelle séparées. Et évidemment, ça pose quelques petits problèmes éthiques à un moment très rapidement dans la série. Et voilà, le suspense est excellent et la série est vraiment bien aussi et très belle, en plus très bien réalisée et assez jolie à regarder. C'est bon réalisateur, Ben Stiller. Ouais, mais moi j'ai été assez surpris parce que je m'attendais pas du tout. Disons que ses choix de films sont un petit peu moins bons que ses choix de réalisation, donc j'ai été un peu surpris de. Non, excellent, immense acteur. Après, bon, c'est pas. Après, bon, il a une bonne carrière à Saint-Etienne, il a fait aussi pas mal de bonnes choses. Parce que c'est le sosie de Claude Puel. Ah oui. Ah, d'accord. Oui, autant que Richard Gere est le sosie de François Bayrou, on va pas se mentir. Non, c'est le sosie de Claude Puel. Dans ce cas, on parle pas de la bonne personne parce qu'en réalité, à Saint-Etienne, il n'a fait que des mauvaises choses. Quand je pense qu'on a raté l'anecdote de Thibaut pour parler de Claude Puel, je suis dégoûté. Ouais, c'est fou.
Ouais, c'est dommage. Bon, bah, on rebascule sur notre deuxième partie. Messieurs, Alex, tu voulais nous faire un petit résumé rapide si tu y arrives? Ouais, Après, ouais, je sais qu'il y a eu des carrément. petits problèmes de connexion, donc ça va être Ouais, compliqué. ça a lagué un peu, mais je vais vous dire ce que j'ai retenu en commençant par Timothée qui constate un manque de professionnalisme global dans le foot français. On est censé avoir 40 clubs pro, mais t'en vois que 4 ou 5 véritablement. Et c'est pas à l'échelle sportive pour toi que ça coince. Tu prends l'exemple, tu prends l'exemple de l'argent de CVC quand il est arrivé pour dire que très peu ont investi dans les infrastructures et ils ont plus gonflé les salaires et acheté des joueurs très chers. Tu cites l'exemple de coachs qui connaissent pas vraiment les joueurs qui sont recrutés et de recruteurs qui travaillent de manière assez loufoque. Tu parles aussi du retard au niveau de la communication avec l'exemple de DAZN qui se plaint de ne pas avoir accès aux joueurs et plus globalement qu'on est dans l'entre-soi, qu'il n'y a pas une curiosité de s'ouvrir, que le foot est pourtant une économie particulière et que pour réussir, il faut s'entourer des meilleurs. François, tu fais une distinction entre une incompétence des individus et une incompétence des structures. Pour toi, un bon chef d'entreprise fait pas forcément un bon président de Ligue 1 et tu l'expliques par le fait qu'un PDG, il doit se spécialiser dans un secteur. Or, le secteur de spécialité du foot, c'est de perdre de l'argent. Tu dis également que si les structures sont inefficientes, c'est aussi parce que les salariés qui la composent sont pas toujours les meilleurs possibles. Tu prends l'exemple de Hérault et tu expliques que Hérault a dit quelque chose de positif quand il était président de l'OM et ça m'a fasciné, qui critiquait la passion des salariés du club et pour lui ça pénalisait la bonne marche de l'entreprise. Tu dis que le foot enlève toute notion de sérieux et que aujourd'hui dans le foot et le système dans le foot, c'est d'accepter que ça ne marche pas, qu'il faut surpayer les joueurs. Tu dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que tu constates. Et tu dis que la valeur d'un joueur, c'est ce qu'il rapporte au club en droit à l'image et en merchandising, et que l'argent n'existe qu'à condition que le ballon finisse au fond des filets. Thibaut, tu distingues la compétence de la connaissance. L'expérience, c'est la connaissance accumulée et la connaissance, c'est un diplôme du foot. Et là, tu poses un premier problème parce que personne n'est en mesure réelle de sanctionner cette compétence. Le foot est universel, tout le monde le connaît et donc tout le monde est légitime pour avoir une opinion et un avis. C'est donc impossible d'établir une hiérarchie claire dans la connaissance de ce domaine. Tu dis que la compétence, c'est la capacité à juger de quelque chose et à distinguer. Et c'est très compliqué dans le foot à cause de sa nature imprévisible et ça finit souvent en rapport de force. Et tu fais une comparaison de cet état de fait et de la situation à la LFP avec l'allégorie de la caverne de Platon pour dire que l'opinion, ce n'est pas la connaissance. Et tu dis que les dirigeants de la LFP sont restés devant un spectacle de marionnettes en refusant d'aller voir le soleil, c'est-à-dire qu'ils sont restés bercés d'illusions pour ne pas se confronter à la réalité. La question de la compétence, c'est donc une démarche. La connaissance dans le foot, c'est pas lié à une somme d'objets, c'est de s'arracher aux illusions qui nous entourent pour aller vers la réalité, vers la vérité. Spectaculaire. Les résumés, les synthèses d'Alex sont toujours spectaculaires. Non, mais c'est dingo. Et moi, je suis en train de me dire, en fait, c'est possible de le faire en 2 minutes, Thibaut. Oui, je pense que c'était le meilleur que ce qu'on a fait. Tu vois, finalement. Bravo. Bon, après cette première partie un peu théorique, je suppose que les gens vont quand même nous écouter un peu pour l'odeur du sang. Donc je vous propose, je sais pas s'il y en a un d'entre vous qui veut réagir, je vais donner naturellement la Tu parole constateras à Tim. que la théorie est toujours prise à défaut par la pratique. Quand on dit c'est théorique, ça veut toujours dire, ça sous-entend toujours que finalement la vérité est dans le pratique, c'est jamais dans la théorie. En fait, c'était même pas de la théorie ce que vous avez dit, c'était juste que on a un sujet, là il y a de l'actualité en ce moment, et je pense que les gens vont nous écouter parce que la pratique c'est d'abord une idée aussi, hein, en parenthèse. D'accord. Alex, tu me feras résumer ce qu'il vient de dire, s'il te plaît, parce que j'ai pas compris. Je me suis accordé une pause là parce que j'ai trop donné là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais sur l'actualité du moment, peut-être que vous voulez réagir sur ce qui a été dit en première partie, mais peut-être on peut basculer aussi sur la première. Bonne team, je te laisse la parole. Je sais que tu vas trouver des choses à dire. Non, moi, en fait, ce que j'ai évidemment, la démonstration de Thibaut est brillante, mais le point de départ de cette démonstration est essentiel sur la notion d'expérience en contradiction avec celle du savoir. Justement, on en parlait du savoir théorique, du savoir. Et le manque de remise en question, c'est un mal terrible dans le football français. C'est-à-dire que vous avez dans les clubs des gens qui, avant toute chose, sont heureux d'être dans des clubs. Donc, qui ont pour mission première à leurs yeux d'y rester. D'accord ? Ils n'ont pas
comme mission première de poser des questions. Ils n'ont pas comme mission première de questionner ce qui est en place. Ils ont comme mission première de s'assurer d'y rester. Et parfois, s'assurer d'y rester, c'est faire soit le moins de bruit possible, soit caresser le président dans le sens du poil. Et ça, c'est du vécu. Donc, c'est un problème fondamental et c'est un problème qui empêche l'émergence et la professionnalisation du foot français. Ce que je dis est peut-être valable. Je go là-dessus parce que c'est très important ce que tu dis là. C'est exactement le point de départ du prince de Machiavel. C'est exactement le point de départ de la politique. C'est ça. C'est-à-dire que l'enjeu de la politique n'est pas, c'est de conquérir le pouvoir et d'y rester. Et que tout le travail du politique n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir de se maintenir au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle dans le football, effectivement, l'objectif est de se maintenir au pouvoir. Et donc la question de la vérité est totalement secondaire. En réalité. Voilà, c'est ce que je disais sur les grès de la caverne, c'est que c'est secondaire en fait. Et j'ajoute encore une fois, sans avoir une connaissance aiguë de ce qui se passe à Bournemouth par exemple, mais que ma sensation est que d'une manière générale, l'économie, la culture anglo-saxonne laisse quand même nettement moins la place à ça. Les présidents, en général, veulent être confrontés à leurs contradictions et surtout veulent des gens force de proposition. Ils veulent un foisonnement d'idées. Ils veulent pas rester sur ce qui marchait l'année dernière marchera forcément l'année prochaine. Ce qui marchait il y a 10 ans marchera pas dans 10 ans. Le football va extrêmement vite. L'économie aujourd'hui va extrêmement vite. Et aujourd'hui, on est dans un espèce de statu quo. Effectivement, on décorrèle, et François en a parlé, ceux qui ont décidé de se structurer, de grandir comme entreprise, et ceux qui ont fait le choix du président à l'ancienne, du Nicolin, du Molinari, du Romeyer, et les exemples sont nombreux. Et en fait, tout cela a freiné le football français sans freiner les rentrées d'argent pendant toute une période. Résultat, on s'est retrouvé à faire n'importe quoi et à ne surtout pas réfléchir à ce qui ferait la valeur du football à l'avenir, à savoir évidemment la formation, évidemment les infrastructures, ça a été rappelé par Valentin. Et aujourd'hui, ce football, il a pris un retard terrible et il est en train de le payer. Et encore une fois, à chaque fois que tu fais ce genre d'explication, quand tu réfléchis à ce qui se passe de façon pyramidale, tu ne peux pas t'empêcher que quand tu pointes du doigt les dirigeants pour ce manque d'innovation, pour cette espèce de statu quo, pour l'absence de remise en question, tu finis par te dire, mais en fait, celui qui est à la tête est le prince de tout cela. Et que la Brune, en fait, j'en suis presque arrivé à un point où je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas d'avoir tenté sa chance et d'avoir tenté de mystifier tout le monde. Ceux à qui il faut en vouloir, c'est ceux qui se sont laissés mystifier. Et les présidents, par manque de travail, par manque d'innovation, par manque de recherche, par manque de compréhension, se sont laissés, l'ont laissé faire et ont embourbé le football français. François, j'ai vu que tu voulais la parole. Je pense que Timothée a fait une comparaison à Bournemouth, donc là c'est le moment où tu vas nous parler de Bilbao, non? Alors, je vais pas parler de Bilbao, mais je vais parler de l'Angleterre, je vais parler de l'Espagne. En fait, je vais parler d'apprentissage. Et t'adorerais que je parle de Bilbao. Je sais que ça te moque. D'ailleurs, comme on dit en espagnol, Hay Liga. On peut encore gagner le titre cette année. Non, plus sérieusement, pourquoi je veux rebondir sur Bournemouth? L'Angleterre, au tout début des années 90, et on pourrait même commencer à l'époque thatcherienne, c'est un football qui est rempli de hooliganisme, où les stades sont des champs de patates, où les stades d'ailleurs ne sont plus remplis et les audiences télé sont pas bonnes. En fait, ils ont pris ce qu'on appelle une crise. Et la force du football anglais, c'est d'avoir su utiliser une crise pour construire un modèle qui était plus vertueux. Ils ont construit la Première Ligue et ils en ont fait la machine de guerre que c'est aujourd'hui. Si on parle de l'Espagne, tout le monde se rappelle de la décennie glorieuse espagnole, aussi bien en football de club que football national. Mais ça, elle arrive après une période de disette économique dans le football espagnol. Et en fait, les clubs n'ont pas eu le choix, parce qu'on ne leur a pas laissé le choix, que de regarder la formation, de nettoyer leurs comptes, de rembourser leurs dettes fiscales d'ailleurs. Et en fait, parce que l'État a dit, bah vous vous démerdez les mecs. Et pourquoi je dis ça?
Parce que moi, mon inquiétude, c'est que dans le football français, trop souvent, les crises, les clubs ne les ont pas réellement affrontées. C'est-à-dire que Bordeaux, qui est dans une situation qui, en fait, aurait déjà dû conduire à la faillite, on essaie toujours de trouver des petites cales. Les clubs, on leur a fait tous les prêts garantis par l'État sur le Covid. Il y a eu CVC. On essaie toujours de trouver des solutions pour ne pas se confronter au réel. C'est exactement la caverne. On ne veut pas affronter la difficulté. Ce qui fait que le football français, il a tout pour se relever. Des gens compétents, il y en a. Olas, c'était un président compétent à Lyon. On aime, on n'aime pas. Ce qu'il a pu faire, c'était quelqu'un de compétent. Son club, il a réussi à en faire un club qui a gagné et qui s'est structuré. Mais il y a plein d'autres personnes compétentes. Il y en a au PSG, on pourrait en trouver dans d'autres clubs. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que ces gens prennent le pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça la problématique, parce que Joseph Ougourlian, qui est quelqu'un qui a réussi dans les affaires, son club, il a réussi à le faire remonter avec les équipes, parce qu'un très bon manager, c'est d'avoir quelqu'un qui sait s'entourer de gens compétents. Parce qu'un bon président, il n'est pas forcément bon en marketing, sur les aspects sportifs, RH ou autres. Par contre, il sait déléguer. Et son but, c'est de trancher. Donc là, il a tranché que les finances n'étant pas bonnes, il a dû vendre. Mais ce monsieur ne s'est pas présenté au conseil d'administration. Parce que... Du coup, la question, c'est comment on réforme la gouvernance. C'est ça que exactement. Tu veux dire Mais exactement. Je disais tout à l'heure, dans l'histoire de l'allégorie de la caverne, ce qui est très intéressant dans toute la République, c'est ce qui transpire, c'est l'idée que, en réalité, pourquoi parle du philosophe, bon, on peut parler d'autre chose, mais pourquoi le philosophe doit être celui qui doit gouverner, pour un critère très simple, parce qu'il ne veut pas gouverner. Parce qu'il est le seul à savoir ce qui se passe. Il a seul à savoir comment c'est ça l'allégorie de la caverne, c'est qu'il sait ce qui se passe, il sait comment ça se passe. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas gouverner, et c'est précisément parce qu'il ne veut pas gouverner qu'il doit gouverner. Et que là, le problème que tu as, c'est quand effectivement ton objectif, c'est uniquement de te maintenir au pouvoir et de te mettre une place au chaud, bah, t'es déjà pas dans le bon mindset, quoi, si je puis dire. C'est déjà pas le bon critère. Le premier truc qu'a fait quelqu'un de compétent comme Ougourlian, c'est de se retirer du conseil d'administration. Précisément parce que la compétence fuit l'incompétence. C'est comme la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est un principe économique. C'est-à-dire que, bon, bah, les bons, on se dit, bon, ils trouveront bien autre chose, on va rester entre mauvais, comme ça, au moins, nous, on va travailler. Et en fait, le paradoxe de la compétence, c'est ça, c'est l'idée qu'il n'y a que celui qui est incompétent qui est persuadé de sa propre compétence. C'est un peu le gros problème. C'est-à-dire que c'est pour ça que Platon parle d'une démarche de découverte. La dialectique, c'est ça. Et c'est pour ça que moi je disais dans le chat, je préférais, il vaut mieux parler de pensée que de connaissance. Il vaut mieux penser le foot que le connaître. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça sert à rien d'accumuler des données, de transfert sur un joueur. Ça prouve rien. Ça, c'est les ombres dans la caverne. C'est pas ça qui compte. Et ce qu'il faut, c'est le penser, c'est-à-dire entrer dans une démarche de remise en question, tu l'as dit Tim, précisément, de ses propres préjugés, de sa propre manière de voir les choses. Et ça, effectivement, en entreprise, c'est difficile, et quand surtout dans un univers comme le football où la performance, le résultat du dimanche fait loi, c'est très difficile d'accepter la remise en question. Parce que tu as une telle concurrence pour cette poste-là, et que comme il y a une relativité du relativisme dans les compétences, c'est-à-dire tout le monde est compétent, tout se base sur un rapport de force, à savoir celui qui est en place va décider, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le CA, c'est-à-dire que nous sommes en place, nous allons vous prouver que nous avons raison, nous allons renommer et revoter pour Vincent Labrune à 86%, tout en sachant très bien qu'il a tort. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'assumer notre pouvoir et de l'affirmer. Et être capable aussi de s'affranchir du corporatisme. Parce que penser que quelqu'un qui a été, ça reste à prouver, un bon contre soi-même, on appelle ça. un bon président de club, sera forcément un bon président de la Ligue. En fait, ce microcosme... Il a été ni l'un ni l'autre. Hein. Oui, on est d'accord, mais ce microcosme, en fait, tourne en vase clos, ce qui est un gros problème. Encore une fois, je ne veux pas avoir l'air de dire que nécessairement les anglo-saxons sont meilleurs que nous, mais on voit quand même un modèle qui fonctionne plutôt bien, en tout cas qui fonctionne excellemment bien depuis le début des années 90, c'est la NBA. D'accord, il y a un petit replat, on va dire, de l'intérêt et des audiences et des affluences. Toujours est-il que Adam Silver
ne vient pas du terrain. Le grand patron de la NBA ne vient pas du terrain. Il n'a jamais été président de franchise. Ils n'ont pas hésité à parler notamment de la question des paniers à 3 points, là, en disant de se remettre sur leur propre sur la défense en zone à une époque. C'est l'idée que tu vas remettre sans arrêt, tu remets sans arrêt sur le métier ton propre travail, en fait. Sans arrêt, tu te remets en question. Sans arrêt, tu te reposes la question. Et pourquoi ? Parce que la personne... C'est ça penser. Et la personne qui est en haut, la personne qui est au sommet, qui chapeaute tout le monde, donc dans le cas d'Adam Silver pour la NBA, c'est pas un ancien joueur, c'est pas un ancien président de franchise, c'est quelqu'un qui a appris justement la remise en question avec son prédécesseur et qui, aujourd'hui, est capable de tout remettre en question. Et peut-être qu'on peut dire ça dénature complètement le basket, c'est complètement idiot, mais c'est pas… En fait, après, tu peux en débattre. Le tout, c'est de poser la question. Et aujourd'hui, en France, il n'y a pas de question et il n'y a pas de débat. Moi, ce qui m'inquiète en fait dans ce que vous dites, c'est qu'il y a donc une sorte de recherche de l'homme providentiel, comme il a existé en Première Ligue pour fonder la Première Ligue justement. Et c'est aussi le contexte franco-français. Et je reviens sur la présence de Nasser, qui, en plus de phagocyter un peu la réflexion, il participe au fait de laisser les gens dans l'illusion en choisissant qui gouverne, en choisissant qui dirige. C'est vraiment marionnette. Et c'est quoi ? Et alors, je sais que vous n'allez pas me donner des solutions comme ça, mais dans quel monde des présidents de clubs qui n'ont jamais réussi à se mettre d'accord, ne serait-ce que pour la journée de l'homophobie, vont réussir à se structurer et prendre des décisions collectives et proposer quelque chose de concret pour le championnat ? Et moi, j'irais plus loin. Du coup, comment est-ce qu'on réforme concrètement la gouvernance ? Comment est-ce qu'on change les personnes en place ? Comment est-ce qu'on applique, comment on fait en sorte que ça ne se reproduise pas ? Toutes ces questions, en fait. La nécessité. Le réel. Et pour l'instant, on n'est pas tombé assez bas. Et tant qu'on n'est pas tombé assez bas, ce qui s'est passé en Espagne, François, c'est lié au fait qu'il y avait 35 clubs sur 42 qui étaient en cessation de paiement. Donc c'est ça qui a fait qu'il a été obligé de prendre une décision, et au point même que ces clubs-là se sont alliés entre eux contre les deux plus gros clubs, qui étaient le Real et le Barça, et l'Athletic Bilbao aussi, pour le coup, désolé. Ils ont réussi à créer un système qui allait allier les clubs moyens et petits contre les deux plus grands. Alors, quand tu dis que tu peux t'opposer au Real et au Barça ensemble, tu peux dire que t'opposer au PSG, ça doit être possible quand même. Bon, donc on attend que ça crève et puis... Ah oui, il n'y a pas de solution. Il va falloir... Non, mais c'est l'économie en fait, c'est de l'économie de marché, c'est ça, et tu peux rien faire en fait, faut attendre. Et voilà, le problème, l'économie de marché, le libéralisme, il l'a dit. Mais Valentin, là où j'assume, c'est que j'ai l'impression qu'il va falloir, et c'est triste, il va falloir une faillite pour que les gens comprennent. Bien et sûr. Pourtant, il y en a eu plein dans le football français. Bordeaux, Bordeaux, c'est terrible, mais on a l'impression que ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut qu'un club n'arrive pas à finir la saison pour qu'on arrive enfin à se dire « je ne peux pas dépenser plus que ce que je gagne ». Par contre, pour répondre à ce que tu disais, Alex, sur l'homme providentiel, la Première Ligue, elle ne s'est pas créée avec un homme providentiel. C'est la mutualisation. Oui, mais il y a quand même un mec qui les a rassemblés, qui est allé les chercher. Voilà, Elon Murdoch, il est allé les chercher. Il leur a dit, vous faites enfler. Mais c'est un facilitateur. Oui, mais attention, il est facilitateur. C'est pas lui omnipotent. Il faut vraiment pas le voir comme en France, trop souvent, on voit le rôle du président de la République dans une élection. Ce qui s'est passé en Première Ligue, c'est des intérêts convergents entre des présidents de clubs et une chaîne de télé qui a travaillé le produit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est sur le design des stades. En Angleterre, quand tu designs un stade, c'est-à-dire au moment où tu le dessines avec les architectes, t'as pas posé la première pierre, hein. Tu invites les mecs de la télé. Pourquoi ? Parce que ton stade, il doit être adapté pour bien filmer le jeu. Parce que ton produit, il faut le penser 360 degrés, au stade, à la télé. En France, trop souvent, de ce qu'on me dit, ça n'arrive pas. La télé, c'est on l'invite quand le stade est fait, le ciment est en train de sécher. Donc, en fait, à un moment, c'est anticiper, penser. Mais le football se relèvera, et il y a des leviers, très accessoirement. Je rappelle, Thibault l'a souvent rappelé dans le brunisme, la LFP n'est qu'une sous-délégation de service public de la fédération, qui est elle-même une délégation du ministère. Je pose ça
ici pour un autre épisode. Mais ça dépendra des intérêts convergents et surtout de présidents, et je dirais plutôt des actionnaires. Parce que les présidents salariés, d'un certain côté, ils sont au pouvoir, ils veulent y rester aussi. C'est normal, c'est la vie. Mais que les actionnaires se disent, on ne peut plus jouer, perdre de l'argent chaque année. Et la fin de saison, le fait que peut-être que DAZN ne paiera pas, et d'ailleurs, on l'oublie, même s'il paye, le football a perdu 1,2 milliard d'euros la saison dernière. Donc, il va y avoir des clubs en très très grande difficulté. Maintenant, la question est, est-ce qu'on les sauve encore? Mais pourquoi? C'est ça la question. Et surtout, qui va réagir? Moi, je trouve que l'aspect de crise évoqué par François, moi, je fais partie, je ne sais pas si on peut dire ça, mais des crashistes. Je pense qu'il y a le salut ne passera que par un crash et par une notion de repartir de la base, un peu à l'image de ce qu'a connu le football belge après les histoires de paris sportifs. Le football belge en 90 était mort, enterré, il y avait lancé phallogramme plat. Et le football belge s'est reconstruit. Il n'est pas aujourd'hui majeur, mais il y a quand même des clubs qui sont importants. Il y a des clubs qui sont aujourd'hui en barrage de la Ligue des Champions. Donc, voilà, il a su renaître de ses cendres. La question que je me pose, c'est qu'une fois le crash effectué, quel sera l'après? Pour moi, seules deux options existent, et ça rejoindra des idées politiques défendues ou inversement, comment dirais-je, fustigées par Valentin. On aura soit une vision ultra-capitaliste avec un maximum de fonds américains qui ont déjà commencé à arriver en France avec Saint-Étienne, enfin nord-américain avec Saint-Étienne, avec Marseille, avec peut-être Ajaccio, et où en fait les mecs vont dire ok, on vient, mais on investit dans des trucs où on peut gagner de l'argent, donc ligue fermée. Un point, c'est tout. J'ai du mal à y croire parce que c'est pas très latin, mais si à un moment ou à un autre, les Américains sont en majorité, et si tout d'un coup, Ivan Glazidis décide de prendre la main de John Textor et d'aller discuter avec McCourt et qui vont putcher la LFP, il y aura ce sera peut-être difficile de résister. L'autre option, c'est repartir de la base avec un football d'une qualité médiocre, des mauvais joueurs par rapport à ce qu'on verra dans les 5 grands championnats, mais où les clubs populaires sortiront finalement gagnants parce que ce seront eux qui continueront à faire et de l'audience et du monde dans les stades. Et à ce moment-là, Marseille, Saint-Étienne, Lens, Lyon, les devenus aujourd'hui Strasbourg, seront des places fortes qui renaîtront, mais de la même façon qu'on va voir son club de village, en fait. Moi, je suis pas convaincu que ce soit l'un soit l'autre. Je pense que tu peux arriver dans un truc très régulé, très contrôlé, et dans lequel tu fais de l'argent. Hein. Pour moi, c'est pas des choses qui sont. Le problème, c'est la prise de décision. Ouais. Le problème, c'est que si tu dois décider à 40, voire à 22, voire à 17, il faut que tu aies des majorités qui se dessinent, et des majorités suffisamment larges pour pouvoir changer les statuts sur moins de 2 tiers. Et pour que 2 tiers des présidents soient d'accord sur par exemple, un fair play financier, par exemple, hein, il n'y a que la nécessité qui fera qu'ils seront obligés de s'allier. Dès lors qu'il y aura des petits intérêts, je te file tout le monde est mort. Voilà, c'est pas tout le monde, pas forcément tout le monde. En tout cas, qu'il y ait une menace sur l'existence des clubs qui soit directe. Et c'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, c'est éventuellement une petite des problèmes de trésorerie. Il n'y a pas eu encore d'endettement, il n'y a pas eu encore d'intervention plus large. Moi, je vois pas d'autre solution. Et la solution réformiste, qui était l'élection de Linette, on a vu ce que ça a donné. Ça a suscité exactement l'inverse, un rejet massif. Bon, bah soit, hein, qui crève. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec vous. Hein. Je pense juste que l'alternative ne sera pas un système ultralibéraliste dans lequel on est actuellement. Parce que après, je pense que sur l'ultralibéralisme. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que il y a un truc d'effondrement qui va arriver, mais qu'après ça, il y a des décisions. Ultra-libéral veut dire ultra-régulé, en réalité. Parce que la NBA, c'est ça. C'est ultra-régulé. Et nous, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème avec les salaires. Que le cœur du problème, c'est la question des salaires des joueurs. Personne ne veut toucher. Avec vous, hein. Et donc, la salaire, donc la question des coûts. Et donc, il faut absolument réguler les coûts. Point. C'est très simple, en réalité.
Tout le monde le connaît, le problème. Simplement, personne ne veut le faire. Donc, pour que enfin on arrive à ce sujet-là, il faut que d'abord que l'ensemble des recettes soient effacées. Et là, à partir de là, on pourra à nouveau dire voilà le degré, les échelles. Et moi, il me semble qu'un Robert Murdoch français, ben on l'a. Hein. Bien. C'est Maxime Sada, évidemment. Enfin, quelqu'un qui est capable d'avoir le suffisamment. Moi, j'ai pas d'Action Canal, je m'en fous. J'ai même résilié mon abonnement. Donc non, je dis simplement que la logique, la pure rationalité et le bon sens dans cette affaire-là, c'est d'avoir un opérateur français, parce qu'on va aller chercher DAZN qui est maintenant saoudien. Après avoir vendu la Ligue 1 au Qatar, on va la vendre à l'Arabie Saoudite maintenant. On a un opérateur français qui est un leader mondial dans son domaine, qui est en France, il est dans les bureaux, il est à 500 mètres de la LFP. Ces gens-là qui ont une expérience sur ce domaine-là, qui ont valorisé, qui ont le précédent avec le top 14, qui ont fait quand même un certain nombre de choses évidentes, qui ont besoin de se développer, ben, c'est de l'évidence absolue, en fait, que c'est eux la priorité, évidemment. Et s'il faut faire des sacrifices pour Canal, il faudra les faire. Moi, demain, en manette, demain, je le fais. Première chose, c'est rendez-vous avec Maxime Sada, évidemment. C'est évident, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Tout le reste, c'est des aventures sans lendemain. Genre Max, Discovery, etc. Pareil, on repart à zéro. Enfin, voilà, maintenant, l'argument, c'est Max, ils ont Harry Potter, donc les gens, ils vont s'abonner pour Harry Potter. Il faut être sérieux, là. Déjà, tout le monde l'a déjà vu, Harry Potter. Non, mais enfin, c'est sérieux, là. C'est des gens sérieux ou pas, à un moment? Tu vois, t'as Harry Potter, donc tu vas t'abonner à la Ligue 1. Non, mais franchement. Il est absolument urgent. Il est absolument urgent que, comme l'a dit François, que l'État mette les mains dans le cambouis, puisqu'il s'agit de délégation et de sous-délégation de services publics, parce que quand on parle de ça, on a l'impression de parler d'une espèce de bulle qui est celle du football. Je vous rappelle quand même cette stat qui a quelques années en arrière. Pour un joueur de Ligue 1 et un joueur de Ligue 2, il y a 23 emplois. OK ? Donc, évidemment, on pense tout de suite, OK, du staff, le cuisinier du club et machin, mais tu as tous les caméramans, tu as tous les journalistes dont je fais partie. Tu as le nombre d'emplois liés directement au football. Le ratio, c'est économiquement un joueur, 23 emplois. Si regarde le nombre d'emplois qui est créé par les conditions économiques de la Liga, le nombre de gens qui bossent sur la question du fair play financier. Ça fait du travail aussi. Hein. Ouais. Et ça veut dire que si tu as une crise économique du football demain, tu as une crise économique qui ne sera pas que celle du football. Ça, c'est du chantage. Le problème, c'est que c'est du chantage. Ça. C'est l'argument de chantage. C'est l'argument des clubs pour aller voir l'État. Bonjour, donnez-nous de l'argent. C'est pas l'État de financer ça. Je suis désolé. Non, c'est pas l'État de financer. On n'est pas dans une économie dirigée. C'est l'État de mettre les mains dans le cambouis pour avoir quelque chose de vertueux. L'État doit réguler. L'État doit faire le droit. Oui, mais il le fait pas. C'est la seule chose qu'on lui demande. C'est qu'il fasse le droit et qu'il le fasse respecter. L'État n'est pas un acteur sportif. Surtout dans le cas de la Ligue 1. Donc l'État ne doit absolument pas c'est un 0 € d'argent public ne doit être versé pour les clubs. C'est-à-dire, compte tenu de la gabegie qu'a représenté ces clubs-là, c'est absolument un point inconcevable. Et qu'effectivement, il va y avoir de la casse et c'est terrible, effectivement. Mais c'est ça. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit un argument qui permette d'encourager le conservatisme, d'encourager le fait de ne rien faire. Au nom des 23 emplois, on va continuer à dépenser l'argent du contribuable, on va continuer à faire n'importe quoi avec les clubs. C'est des positionnements politiques, Thibaut. C'est exactement. Avant de laisser Thibaut finir, juste, c'est exact. Moi, je suis absolument pas dire quand je dis il faut que l'État mette les mains dans le cambouis, je suis absolument pas en train de dire qu'il faut que l'État donne de l'argent. C'est pas ce que je dis. Il faut que l'État s'aperçoivent que ça manque de compétences à tous les niveaux, y compris au sommet de la LFP et de la FFF, et que l'État dise OK, maintenant on va mettre la main là-dessus pour créer un truc vertueux. Mais sûrement pas que l'État mette de l'argent. Moi, je veux pas que mes impôts servent à ça. Ok. Là encore, je pense que c'est des alliés politiques et moi, je suis pas complètement convaincu de ça. Après, je suis ouvert à la discussion, bien sûr. Ouais. Dis ce que tu penses. Je pense que tu peux financer une partie des clubs, alors pas forcément les sauver, etc. Mais je pense que tu peux conditionner à des bonnes gestions financières, des bonnes gestions économiques. Typiquement, des recettes importantes des clubs, c'est quand même les subventions. Tu peux accorder les subventions en fonction de certaines conditions, en fonction de. Enfin, l'État a son mot à dire aussi dans certaines. Et c'est exactement le même sujet qu'il y a en ce moment sur les subventions d'un point de vue écologique. Tu peux subventionner des collectivités, des villes, en imposant des règles écologiques, en imposant des trucs. Tu peux conditionner ces subventions-là. Les PGE.
Oui, non, mais ça existe. Et Je suis d'accord. les salariés à acheter des joueurs, c'est ce que je te dise. Bah, moi, je suis d'accord. Mais c'est scandaleux. Cette histoire de PGE est scandaleux, comme le fléchage de l'argent CVC est scandaleux. Et voilà, C'est toujours la question de la traçabilité de l'argent, 100%. qu'il soit public ou privé. Non, mais tout à l'heure, je voulais terminer par une note positive. Il y a une équipe qui a rafraîchi le football français cette année, c'est Brest. Et je voulais terminer par Brest parce qu'ils ont à leur tête un président qui n'a pas explosé en vol avec la Ligue des Champions. C'est bien la preuve qu'il faut des contraintes. C'est qu'il faut des contraintes. C'est justement parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont intelligents. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont moins riches que les autres qui sont intelligents. Je pense que c'est peut-être parce qu'ils ont les pieds dans la réalité. Ce sont des gens du terroir en Bretagne et ce qu'on appelle le bon sens paysan. C'est quand même leur cœur de métier. Mais et ils n'ont pas explosé les salaires. C'est pour ça que, tu vois, écoute, ils n'ont pas explosé les salaires. Et pourtant, je me rappelle d'émissions de radio où ils se faisaient massacrer au mois d'août comme quoi ils allaient être la honte du foot français parce qu'ils ne voulaient pas investir l'argent de la Ligue des Champions là-dedans. Et ben au moins Brest, on est déjà sûr que pour les 3, 4, 5 prochaines années, il n'y aura pas de problème pour payer les salaires. Et je parle pas des joueurs, je parle des personnes à la buvette, à la sécurité, dans tous les emplois induits à côté, parce que le football, c'est d'abord ça, c'est un écosystème extrêmement large, comme l'a dit Timothée. Donc il y a des gens avec des compétences et qui travaillent bien. Oui, d'accord. Eh ben, merci beaucoup les gars pour cette émission. On a été un petit peu plus long que d'habitude, mais en même temps c'est un sujet évidemment d'actualité, très épineux et évidemment très intéressant. Donc merci pour cette émission un petit peu plus longue qui en plus on a enregistré tard. Donc merci d'avoir poussé un peu plus tard ce lundi soir. Amis auditeurs, pensez si vous le pouvez à vous abonner sur les différents réseaux sociaux, à nous mettre des petites étoiles si vous êtes sur Spotify, des petits likes, des petits pouces si vous êtes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement. Si vous en avez la capacité, n'hésitez pas à nous soutenir aussi sur notre cagnotte Eloasso. Vous pouvez faire des dons ponctuels ou des dons mensuels qui nous aident évidemment beaucoup pour produire, créer cette émission et d'autres projets qui arrivent de manière alors plus ponctuelle, mais qui vont arriver à un moment ou à un autre. Voilà, un petit mot. Bah, parce que c'est pas très avancé encore, mais ça avance. Mais juste Thibaut, un petit mot sur la revue de l'After ou pas du tout? On peut dire qu'à partir d'avril arrivera une revue, une nouvelle formule qui s'appellera les dossiers de l'After. D'accord. Et qui aura pour projet de ralentir le football. Très bien. Prendre le goût au ralentissement pour apprendre le temps. La décroissance. C'est un peu la décroissance, ouais. Ah. Un peu la décroissance, ouais. Petit à petit. Petit à petit, ouais. Des idées fleurissent, finalement. Mais t'es obligé d'être créatif quand tu as des contraintes, en fait. Bah, bien sûr. Créatif. C'est pour ça que le fair play financier... Bah, c'est pour ça qu'on est venu te chercher, hein, tu sais. Parce qu'on n'a pas eu de thune. Je suis gratuit. C'est ça. Bon les gars, merci encore pour cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Ciao à tous. Bye.